je voudrais essayer ouais, ça marche pas, c'est bon, de diviser mon intervention en deux parties. La première partie, pour essayer de spécifier un certain nombre de notions qui sont souvent confondues, non seulement dans le grand public, mais dans le public dit cultivé, et aussi chez les pseudo-experts dont on a parlé apparemment abondamment. Donc distinguer un certain nombre de notions relatives à ce concept de djihad, le concept d'islam, islamisme, fondamentalisme, néo-fondamentalisme. On a tendance à tout mélanger, salafisme, et à mettre tout dans le même paquet. Alors, première chose, et dans un deuxième temps, j'essaierai d'expliquer ce que j'entends par marché global de la terreur. En gros, ça fait partie d'un certain nombre de concepts que j'essaye de développer dans un livre qui sortira bientôt, qui s'appellera « La guerre des civilisations n'aura pas lieu », et où j'essaye de montrer qu'il y a l'émergence d'espaces déterritorialisés de désir. Et dans ces espaces déterritorialisés de désir, qui peut être un espace déterritorialisé de désir du luxe, de toute une série de choses, mais il y a aussi un espace déterritorialisé de la terreur. Et que le nouveau djihadisme planétaire s'inscrit comme une sorte il y a une sorte de jeu, de concurrence dans ce nouvel espace déterritorialisé de la terreur. C'est ce que j'expliquerai dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je dirais que quand on parle de djihad, je pense qu'il faut distinguer, mais quand on parle de djihad au sens, le djihad guerrier extérieur, je mets à part tout ce qu'on peut évoquer comme étant le fameux grand djihad, le djihad intérieur, le djihad du cœur, etc., cet effort intérieur continu, effort continu, en disant que oui, il y a eu un djihad guerrier, en gros, dès le 8e siècle, qu'on trouvait surtout, par exemple, aux frontières arabo-byzantines, aux frontières de l'Empire abbasside en particulier. Mais ce n'était pas un djihad où était développé, comme il a été développé à l'époque moderne, un djihad avec cette notion omniprésente de martyr. On peut distinguer le martyr. Le martyr, c'est le témoin, le djihadiste, c'est le guerrier. Alors oui, ça a été interprété comme ça, il y a eu des développements et des explications de ce type, mais d'autres auteurs disent qu'on ne trouve jamais dans le Coran l'idée selon laquelle le martyr, le témoin, est celui qui meurt au combat, même si ça peut être interprété dans ce sens. Alors certains auteurs font d'ailleurs remonter cette logique, cette jonction entre le martyr et le djihadiste à l'épopée de Gilgamesh qui promet donc antérieur, bien antérieur, qui promet une sorte de récompense, un bien pour ceux qui sont morts au combat. Alors, je passe très très vite, parce que mon propos n'est pas de parler finalement d'islam, en réalité, mais de parler de qu'est-ce qu'est cette nouvelle guerre qui est menée aujourd'hui, qui est devenue une guerre spectaculaire. Donc le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est que le djihad moderne, qui apparaît dans la modernité. Alors le djihad moderne, c'est un produit dérivé, c'est pas seulement moi qui le dis, un produit dérivé de ce qu'on appelle habituellement l'islamisme. L'islamisme, c'est globalement la version politique, non seulement du fondamentalisme, mais du néo-fondamentalisme. Pourquoi est-ce que j'en prends la notion de néo-fondamentalisme? Parce que le fondamentalisme, ça nous fait, aujourd'hui, dès qu'on prononce ce mot, ça fait frémir, mais il n'y a rien d'horrible dans le fondamentalisme, même dans le radicalisme. Radicalisme, ça veut dire revenir à la racine. Dans toutes les religions, il y a des gens qui prétendent revenir à la racine. Fondamentalisme, ça veut dire revenir au fondement. Dans toutes les religions, il y a des gens qui prétendent revenir au fondement. C'est pas une nouveauté spécifique à l'islam. Donc qu'est-ce qu'on entend déjà par néo-fondamentalisme? Le néo-fondamentalisme, c'est un fondamentalisme qui se constitue en contact avec la modernité, en contact, en relation avec un certain nombre d'événements. On peut le faire remonter, on va dire, mais vraiment pour que ça soit un événement, ça va être l'entrée de Napoléon Bonaparte en 1799 au Caire, et à la suite de quoi? L'ensemble de l'équilibre, pas seulement entre cet Occident, dit Occident européen, et le monde dit arabo-musulman, mais enfin, qui s'étend bien au-delà de ce qu'on appelle strictement, ce qui est strictement arabe, hein, c'est un déséquilibre sur l'ensemble du monde. C'est à partir de cette époque d'ailleurs qu'on peut dire dans un sens que l'Europe va devenir une sorte de centre de gravité
de l'humanité, de centre de gravité en termes d'attraction et de répulsion. On trouve ça jusqu'au Japon, on trouve ça jusqu'en Chine, on trouve ça à peu près partout. Sauf que, effectivement, le monde arabo-musulman, c'est celui qui va subir en premier, en face, cette espèce de déflagration avec une sorte de rouleau compresseur qui va se traduire ensuite par le processus de colonisation, mais pas seulement de colonisation au sens politique, de colonisation au sens symbolique, à tous les niveaux. C'est-à-dire même des pays qui n'ont pas été colonisés du point de vue politique ont été colonisés du point de vue, j'allais dire, esthétique, du point de vue de leurs valeurs. C'est-à-dire que on a assisté à cette époque-là, à l'échelle planétaire, à ce qu'on pourrait appeler à une folklorisation des différentes cultures qui existent à l'échelle planétaire, y compris pour les individus qui veulent défendre leur culture. Je vous donne un exemple. En Chine, même quelqu'un qui veut défendre la culture chinoise va finir par faire à ses propres enfants de la musique classique. Et la musique classique, ça ne sera pas l'opéra de Pékin, ça sera quand même Beethoven. Et c'est l'endroit au monde où on vend le plus de pianos occidentaux. Et donc, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport très complexe, où la plupart des cultures de la planète vont s'auto-folkloriser dans un rapport complexe, au sens de complexer aussi, vis-à-vis de ce qui va être appelé l'Occident. Et ça va donner naissance, à l'inverse, je vais très très vite, de ce qu'on appelle l'orientalisme, du côté des Occidentaux, qui regardent avec une sorte de condescendance amusée le reste du monde, en particulier ce qu'ils appellent l'Orient, en sens inverse, à un occidentalisme négatif, c'est-à-dire à une vision du mal, de cet Occident écrasant. Et donc, le néo-fondamentalisme, c'est un fondamentalisme qui se construit dans la grammaire de cet occidentalisme, c'est-à-dire de cette haine d'un Occident essentialisé, unique, force du mal. Voilà. Et l'islamisme, puisque c'est la version politique, c'est un projet politique qui s'agrège au néo-fondamentalisme. Mais islamisme qui peut ne pas être violent. C'est-à-dire qu'il peut pas seulement être révolutionnaire. Il y a un islamisme justement radical, qui va aller très très loin, et qui peut être révolutionnaire dans ses conceptions, dans sa manière de voir les choses, qui en général s'inspire aussi des penseurs occidentaux qui sont eux-mêmes anti-occidentaux, qui critiquent la société de consommation et autres. Je pense à Heidegger sur le déracinement, des notions qui vont être passablement mobilisées, par exemple par des penseurs iraniens comme Fardid, qui parle de Westoxisation et qui, donc on voit bien, c'est cette obsession de l'Occident comme une sorte de puissance essentielle. Donc on a ça, et on a aussi un islamisme réformiste, donc on a des évolutions, par exemple en Turquie, c'est-à-dire un projet politique, mais globalement, comme dit Olivier Roy, avec un programme politique qui ressemble un peu à un programme démocrate chrétien un peu réactionnaire à l'allemande, avec des versions un peu plus dures, versions plus musulmanes, mais globalement à peu près comme ça. Donc on a une multitude de variations. Alors, par contre, qu'est-ce qui nous fait glisser justement de cet islamisme qui nourrit de néo-fondamentalisme, donc occidentaliste, vers le djihadisme? Ça c'est tardif, ça ne vient pas tout de suite. On aperçoit le début de cette nouvelle logique de l'action violente directe seulement à l'extrême fin des années 70 et avec une apogée dans les années 80-90. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il y a un certain nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est l'échec de l'islamisme radical qui avait été souligné par mon directeur de thèse, Bruno Etienne, qui en 1987 avait écrit un livre qui s'appelait l'islam radical. Et donc c'est l'échec de l'installation justement d'un califat, une sorte de califat global au Moyen-Orient. Et donc c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, qui est beaucoup moins souligné, mais qui est assez évident quand on observe l'évolution historique, c'est le démantèlement des mouvements terroristes d'extrême gauche des années 70, de la fin des années 70, c'est-à-dire justement Action Directe, la bande Abadère, les Brigades Rouges, qui vont être démantelées progressivement entre la fin des années 70 et le début des années 80. Et on remarque qu'il va y avoir une sorte de prise de relais à la fois, on pourrait dire, idéologique, et en même temps une prise de relais tactique et logistique, dans la manière d'envisager même les attentats, et même les cibles, si vous remarquez juste qu'aux attentats du 11 septembre, ne sont quasiment jamais des cibles religieuses. Ce sont des cibles qui sont liées à des symboles de la société dite de consommation, la finance, jusqu'aux deux tours du 11 septembre. Alors, si je dis ça, c'est pour dire que même lorsqu'une cible
a l'air d'être religieuse, en réalité, elle est souvent indexée sur un conflit géopolitique type Israël-Palestine ou d'autres types de conflits. Et on a d'ailleurs l'émergence de cette nouvelle idéologie qui est un produit de décomposition de l'islamisme tel qu'il a pu exister, qui pouvait être, même lorsqu'il était révolutionnaire, n'était pas djihadiste. On retrouve ça déjà chez un individu comme Mustafa Bouyali, qui est le fondateur du maquis, du premier maquis islamiste dans l'Algérie indépendante, le mouvement islamique armé, en 1982, et où on a très clairement à la fois des modalités d'action précises qui sont calquées sur les mouvements de l'extrême gauche des années 70, une idéologie elle aussi révolutionnaire et qui justifie l'action violente dans la grammaire islamique. Alors quelles sont les caractéristiques essentielles de ce djihadisme? 1. Une idéologie cohérente, radicale, révolutionnaire et anti-occidentale. 2. Une organisation armée amplifiée par le conflit afghan qui va se transformer en une sorte de base d'entraînement, de base arrière d'entraînement des futurs djihadistes. Bien sûr, on pourrait discuter parce que c'est la question de l'implication des États-Unis dans toutes ces choses-là. Et puis enfin, une pratique religieuse avec un endoctrinement théologique où effectivement là on pouvait parler à un certain moment, pour embrigader les gens, de radicalisation. En revanche, maintenant j'en viens à mon deuxième point, sur le marché global actuel de la terreur. Moi je récuse deux notions aujourd'hui, qui sont employées sans cesse pour qualifier le djihadisme actuel. La première, c'est la notion de radicalisation. Je défends, j'ai défendu d'ailleurs dans cette maison, puisque j'étais le premier auditionné à par la commission d'enquête et de surveillance sur les filières et les individus djihadistes, je récuse cette notion de radicalisation parce que, comme je vous l'ai dit dès le début, c'est pour ça que j'éprouvais le besoin de l'expliciter, la radicalisation suppose justement un accès à la théologie, par exemple un accès au texte, et le fait d'être théologiquement radicalisé. Donc c'est processuel quand on dit action à la fin, radicalisation. Là, il n'y a pas de processualité, si vous voulez, chez les jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le djihad. Ils se lancent directement dans le djihad, c'est-à-dire que c'est le djihad en tant que tel qui est désirable, et ils deviennent musulmans rétroactivement parce que ça fait partie de la panoplie djihadiste. Ils le deviennent rétroactivement et ils peuvent ensuite prendre effectivement un certain nombre d'attitudes fondamentalistes ou autres, mais ils ne sont pas endoctrinés à la base. C'est-à-dire qu'ils ont ce désir de violence. Ce désir de violence, ils sautent sur le djihadisme, et comme le djihadisme, il faut être musulman, donc ils deviennent musulmans pour cette raison-là. Ça peut durer des années, c'est le cas des frères Kouachi, mais ça peut durer un laps de temps extrêmement court. C'est par exemple le cas de Mohamed Merah. Et leur point commun, c'est pas... En fait, le facteur déterminant, c'est pas l'islam, qu'on le veuille ou non. Et quand je dis ça, c'est pas pour être angélique, c'est seulement pour cibler là où est le problème. Leur point commun, c'est les rêves déchus d'individus qui ont un problème narcissique extrêmement fort. Et on remarque, par exemple, que Mohamed Merah, il voulait être légionnaire. Il voulait être une sorte de soldat d'élite. Eh bien, il est devenu légionnaire de l'islam parce qu'il n'a pas pu entrer dans la légion. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'élément déterminant, c'était pas l'islam. Mais comme on est un peu obsédé justement par cette idée d'islamisation, c'est-à-dire une sorte de mise en scène collective en Europe aujourd'hui, comme s'il y avait une pénétration de l'islam. On le voit bien quand notre Premier ministre actuel, à l'époque où il était député maire d'Evry, lorsqu'il voyait une épicerie halal, il voulait l'interdire parce que pour lui c'était le signe d'une sorte de flambeau de guerre. Bah, dans ce type de situation, dans cette espèce de mise en scène, évidemment, ce genre de mise en scène engendre des choses qui ne sont pas forcément contrôlables. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Parce que, oui, à l'époque, même à l'époque de quelqu'un comme Kelkal, c'est quelqu'un qui a été endoctriné en prison, clairement. C'est-à-dire que clairement, il s'est mis à l'arabe classique, mais il a eu le temps, il a eu pendant 2 ans d'incarcération. Aujourd'hui, la prison joue toujours un rôle important, mais seulement dans le croisement d'individus qui croient se ressembler, qui veulent qui veulent participer à une sorte de communauté virtuelle. Qu'est-ce qui s'est passé justement en parlant de communauté virtuelle? Il y a deux aspects. Il y a une transformation au niveau global, et il y a une transformation au niveau local. La transformation au niveau global, c'est la révolution de la communication de masse. Alors vous allez me dire, oui, mais la communication de masse, c'est déjà le cas dans les années 50, 60, 70, 80, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus exactement pareil. La communication de masse, dans les années 60, 70, 80, 90, c'est une communication à une voix. Ça veut dire qu'on reçoit, on a seulement des récepteurs qui
emmagasine de l'information, qui emmagasine des images. Aujourd'hui, on a une communication de masse participative, interactive, à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, où les gens se racontent. Et on sait ce qu'est l'être humain. L'être humain, c'est celui qui raconte sa vie en permanence. C'est-à-dire c'est celui qui a besoin, pour exister, de construire ce qu'on pourrait appeler un être moral, c'est-à-dire un être narratif, qui raconte sa vie. Il la raconte individuellement, je veux être ceci, être cela, hein, et il la raconte collectivement, c'est ce qu'on appelle l'identité nationale, par exemple. Donc l'être humain, il a besoin sans cesse de raconter sa vie, ce qu'on appelle aussi l'identité. L'identité, c'est faire en sorte d'être identique à ce qu'on a été, d'avoir une continuité narrative. Hein. Et donc là, on se trouve dans une situation où les identités se constituent à travers ce flux continu d'informations, mais où il y a une participation de tous les locuteurs, sans qu'il puisse y avoir un contrôle, à tous les niveaux. Et donc, ça va créer ce que j'appelle, je ne peux pas développer outre mesure comment ça se construit, ce que j'appelle justement des espaces déterritorialisés de désir. Et au même titre qu'il y a des espaces déterritorialisés de désir, par exemple, d'individus qui ont un certain niveau dans la société, qui ne sont pas du tout complexés, qui font du yoga le matin, qui vont l'après-midi, s'ils sont à Londres, dans la City, en Porsche, et puis le soir, qui refont le monde, etc. Vous avez ces individus qui vont se ressembler, qui habitent New York, Londres, Tokyo, ou je ne sais où, ils vont constituer cette espèce d'espace qui n'a plus de territoire réel, mais où ils peuvent se reconnaître parce qu'ils ont les mêmes désirs, les mêmes objectifs dans la vie. Ben de la même manière, vous allez avoir ce que Appadurai, l'anthropologue américain d'origine indienne, appelle une géographie de la colère. Cette géographie de la colère, ça veut dire qu'il y a des individus qui sont fondamentalement frustrés. Ils ne sont pas dans la city, ils peuvent être à Londres, mais pas exactement dans le même quartier, pas exactement au même endroit. Ils peuvent être répartis en différents endroits. Et eux, ils constituent une sorte d'armée potentielle des humiliés. Et donc ces gens-là, ils se trouvent dans une situation où ils ont quand même aujourd'hui accès à Facebook, à toutes ces choses-là, et ils construisent leur récit par rapport à ça. Ils construisent leur récit par rapport à cette frustration. Ça, c'est ce qui se passe, j'ai commencé, j'allais dire, au niveau global, mais en fait, c'est plutôt au niveau local que ça se passe. Mais au niveau global, l'offre terroriste va changer en fonction de ça. Elle va changer très clairement. C'est-à-dire que, même à l'époque d'Al-Qaïda, années 90, 80-90, quand on n'en entendait pas parler énormément, ou pratiquement pas, enfin, dans le grand public, on avait entendu parler de Ben Laden, mais on n'avait pas le sentiment qu'il allait se produire ce qui allait se produire. On avait des réseaux quand même organisés, avec des gens justement qui étaient endoctrinés, avec une idéologie spécifique, avec une logistique, avec des choses qui fonctionnaient de cette manière-là. À partir du milieu des années 2000, pour faire très vite, ça va changer puisqu'on a ce nouveau marché, c'est-à-dire une nouvelle offre, et cette offre, c'est une offre spectaculaire. C'est-à-dire que un groupe comme Al-Qaïda va occuper une sorte de monopole de la terreur, d'un monopole d'un certain type de frustration à l'échelle planétaire. Et ce qu'on a vu, à mon sens, avec Daesh, c'est une sorte de guerre, on pourrait presque dire de guerre marketing, de guerre de label, ou même de guerre de marque ou de franchise. Un peu comme il y a des grands magasins qui ont des franchises. Et d'ailleurs, la lutte, elle s'est effectuée exactement comme entre deux marques, si vous voulez. Puisque, quel est le moyen de prendre des parts de marché lorsque vous avez une marque qui occupe une grande partie du marché? Il faut savoir quelle est la spécificité du marché. La spécificité du marché, c'est la terreur. Donc, comment prendre une part de marché? Deux manières. C'est dans toutes les... Première manière, c'est d'aller plus loin. Si vous avez une marque d'habits qui a une certaine griffe, un certain style, il faut montrer qu'on est capable d'aller plus loin. Et là, on peut aller plus loin dans la terreur, d'où la mise en scène des égorgements à la télévision. Pour dire, bon voilà, en vidéo, un peu partout dans le monde, pour aller vraiment plus loin. Et puis, deuxième point, il faut trouver une niche, c'est-à-dire une spécificité, c'est-à-dire une originalité qui n'est pas l'originalité d'Al-Qaïda. Et là, au lieu de dire l'islam pur, c'est l'islam pur, de le répéter en boucle, ça va être l'islam pur, c'est le sunnisme et seulement le sunnisme. Et là, immédiatement, on trouve sa logique, on trouve la logique de niche, et on trouve la logique de niche qui peut s'articuler à l'échelle planétaire. Qu'est-ce que ça produit comme effet, ce genre de choses? Qu'est-ce que ça produit comme effet? Ça produit un effet
et on l'a vu même au Mali et ailleurs, où un certain nombre de groupes qui n'étaient pas forcément, ou d'individus qui se sont regroupés progressivement, qui n'étaient pas forcément partis à la base d'Al-Qaïda, par exemple, pour faire entendre à l'échelle locale, faire pression à l'échelle locale et à l'échelle planétaire pour être entendu et filmé, puisque ce qui compte c'est d'être filmé, d'être visible, pour qu'il y ait une sorte d'effet boomerang au niveau local, en termes de revendications et autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se labellisent Al-Qaïda. Et en se labellisant Al-Qaïda, c'est un peu comme une charte de la terreur. C'est-à-dire ils doivent correspondre à un certain nombre de caractéristiques, doctrinales, esthétiques et autres, et à partir de là, ils savent qu'ils vont avoir un impact qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Comme quand on a décidé, on a une marque ou un hôtel, il suffit de correspondre à la charte, et hop, ça marche beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on est dans ce type de conflit, parce que par exemple au Yémen, on voit bien qu'il y a une sorte d'hésitation. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, est-ce que ça ne serait pas mieux de glisser plutôt vers Daesh? Donc tout ça, à mon sens, c'est en train d'aplatir le niveau idéologique au profit d'une logique marketing pure. Et quand je dis logique marketing pure, il y a un autre déterminant, je finirai par là, parce que je pense que j'ai à peu près... Voilà, je vais finir, d'accord. Je vais réclamer mon temps, hein, ne vous en faites pas. Je dirais que, pour moi, il y a deux aspects qui sont importants. Je n'aurai pas le temps de développer le deuxième. Le premier aspect, c'est la question de la terreur, le marché de la terreur. Et le deuxième aspect, c'est la question économique, qui est fondamentale. Merci beaucoup, messieurs les professeurs. On va passer tout de suite.